FIM FM Nord-Sud. Tout savoir sur la diplomatie internationale, sur les relations de coopération bi- et multilatérales entre la Guinée, l'Afrique et le reste du monde. Nord-Sud, c'est aussi le vécu quotidien de la diaspora guinéenne avec l'équipe de Mamadou Ouri Diallo. 14h06 sur FIM FM. Merci de votre fidélité grandissante et merci de nous écouter aux quatre coins du monde via le www.filmguinée.com comme d'habitude, via nos applications, tout comme sur notre page Facebook. Vous êtes donc les bienvenus dans cet autre numéro de Nord-Sud, l'émission consacrée à la géostratégie internationale, aux relations bi- et multilatérales entre la Guinée et d'autres pays, mais aussi avec les institutions internationales. Bref, comme vous le savez, c'est l'émission qui est dédiée au multilatéralisme et ses impacts. Ici, nous donnons la parole aux acteurs de la diplomatie, de la coopération, mais également à la diaspora guinéenne se trouvant aux quatre coins du monde pour continuer cette habitude de donner la parole à la diaspora. Cette semaine, nous la donnerons à notre compatriote Edouard Haba. Il est guinéen résident aux États-Unis et il est spécialiste en analyse et résolution des conflits, médiateur au tribunal de première instance de Washington DC, membre du comité directeur des Guinéens de la zone métropolitaine de Washington DC. Il est donc à Conakry dans le cadre des concertations nationales initiées par le CNRD depuis sa prise du pouvoir, volet diaspora guinéenne. Ainsi, il s'adressera aux nouvelles autorités du pays vers la fin de cette émission. Notre invité de la semaine, qui est déjà avec nous en studio, s'appelle Monsieur Ismaël Baldé. Il est fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères depuis 1998, ex-sous-directeur de la division chargée des immunités et privilèges diplomatiques, également ex-sous-directeur de la division chargée de l'accréditation. Monsieur Baldé, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Ouri, comment allez-vous? Ça va, Dieu merci. Merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est à moi de vous remercier. Voilà, je rappelle qu'avec Monsieur Baldé, nous parlerons tout à l'heure du protocole de la République. Ce que c'est, comment est-ce qu'il est structuré et qu'est-ce que le protocole d'accréditation, tout ceci dans le continuum d'une première émission dans laquelle nous l'avions reçu ici, puisqu'il est à sa deuxième fois aujourd'hui dans Nord-Sud. Avec moi dans ce studio, comme d'habitude pour tenir cette émission, Aïssatou Barry. Aïssatou, bonsoir. Bonsoir, oui, bonsoir à tous. Merci de nous revenir, puisque je rappelle qu'elle n'était pas là l'avant-dernière fois. Et puis Cabinet Fofana, lui, il est un tout petit peu empêché. Il nous retrouvera sans doute les semaines prochaines. Derrière la console numérique, c'est Benjamin qui nous tient la conduite. Et puis Ibrahim Silla nous assure le streaming sur nos différents supports digitaux. À présent, nous commençons par le tout début comme d'habitude. On va faire le tour d'horizon de l'actualité diplomatique d'ici et d'ailleurs. FIM FM Nord-Sud, l'actu de la diplomatie internationale. L'actu de la diplomatie internationale avec Aïssatou Barry. Aïssatou, le CNRD tient promesse et décide de rouvrir certaines frontières avec la Guinée. Évidemment, chose promise, chose faite, les frontières terrestres entre la Guinée et des pays voisins, comme le Libéria et la Côte d'Ivoire, sont désormais ouvertes dans la région forestière. Cette démarche fait suite à la décision du colonel Mamadi Doumbouya, qui avait exhorté les services concernés à procéder à une évaluation sécuritaire et sanitaire en vue de l'ouverture graduelle des frontières. Selon certaines indiscrétions, l'ouverture des frontières Guinée-Sénégal pourrait intervenir d'ici au 24 septembre prochain. Et puis après des sanctions administratives contre la Guinée suite au coup de force du 5 septembre dernier, la CEDEAO a rencontré les putschistes. Une mission de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, composée des chefs d'État de la Côte d'Ivoire et du Ghana, était en Guinée le 17 septembre dernier. Pour rencontrer la junte militaire. Lors de cette visite, les deux parties ont échangé sur les raisons du putsch qui a renversé le régime Condé, le retrait de la Guinée des instances de l'organisation ouest-africaine et aussi les possibilités à mettre en place pour un retour rapide de l'ordre constitutionnel
durant cette visite. Il faut le dire, Ouri, l'Ivoirien Alassane Dramane Ouattara et le Ghanéen Nana Akufo-Addo ont également rencontré l'ancien président Alpha Condé au palais Mohamed V. Et puis, il faut parler également, Aïssatou, de cette concertation qu'il y a eu entre le CNRD et les diplomates étrangers dans la foulée. Des concertations nationales initiées par la junte militaire qui a pris le pouvoir le 5 septembre dernier continuent en Guinée. La semaine dernière, le CNRD, dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya, avait rencontré les représentations diplomatiques accréditées au Palais du Peuple. Il était question pour le Comité national pour le rassemblement et le développement de définir le contenu d'une transition censée ramener les civils à la tête du pays à une date qui reste pour l'heure inconnue. Une occasion pour le président du CNRD de solliciter le concours des diplomates pour une transition réussie. Et puis, crise des sous-marins, bras de fer entre la France et l'Australie. Des discussions ont été engagées entre Naval Group et les autorités australiennes sur de possibles compensations financières après la rupture du contrat de sous-marin par Canberra. L'annonce a été faite hier mardi par le ministère français des Armées. Ce dernier a de nouveau fustigé ce qu'elle qualifie de trahison australienne en insistant sur le fait qu'à aucun moment, la décision de mettre un terme au contrat avec Naval Group n'a été abordée avec les autorités françaises. Voilà, et puis au sommet de la session, en tout cas la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, s'est tenu un autre sommet, celui sur le Covid. Justement, ce mercredi 22 septembre doit se tenir un sommet virtuel de la vaccination dans le cadre de la 76e Assemblée générale des Nations Unies. À l'origine, une idée de l'ONU que l'administration Biden a tenu à récupérer. Il s'agit pour les États-Unis de demander aux 193 pays des engagements sur des objectifs de vaccination des populations contre le Covid-19. Le président américain voudrait que 70% de la population mondiale soit vaccinée avant septembre prochain. C'est tout pour le journal de la diplomatie. Merci Aïssatou pour ce condensé de l'actualité diplomatique d'ici et d'ailleurs. À présent, nous rentrons dans le vif de notre émission, en tout cas l'interview avec l'invité du jour. Nord-Sud, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est M. Ismaël Baldé. Je l'ai présenté tantôt. Il est à sa deuxième fois dans cette émission. Normalement, nous devions avoir également notre compatriote Aboubakar Diaby, qui est du côté des États-Unis et qui est spécialiste en négociation globale pour parler de cette 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, en faisant focus sur le discours fort du président en exercice de l'Union africaine, président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Malheureusement, nous avons du mal à l'avoir. Mais ce qu'il faut quand même noter, Aïssatou, pour être bref, c'est que depuis le début de Covid, c'est un peu la première fois que certains chefs d'État puissent se déplacer pour aller tenir leur discours en présentiel aux Nations Unies, avant de parler justement quelque part du discours de Tshisekedi. Et justement, je crois que c'est normal avec Covid-19 qui a frappé fort, puisque la courbe commence à baisser. Il est temps que les dirigeants des 4 coins du monde essayent de se retrouver pour plancher sur l'après-Covid et voir dans quelle mesure inciter plus de personnes à accepter de se faire vacciner pour le bien de tous. Et certainement, c'est pour cela qu'il s'est tenu en marge de ce sommet, l'autre sommet, cette fois-ci sur le Covid-19. Monsieur Baldé, certes, vous allez nous parler du protocole de la République, mais en parlant de cette 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, quand Tshisekedi, à la tribune des Nations Unies, demande à tous les chefs d'État d'user du multilatéralisme pour mettre en place ce qu'il a appelé une force internationale contre le djihadisme, notamment en Afrique. Quelle analyse pouvez-vous faire d'emblée de cet appel de Félix Tshisekedi?
Oui, je suis d'avis avec lui parce que le djihadisme est devenu aujourd'hui un mal commun, un mal international. Ça vraiment emmerde tout le monde. C'est une idéologie vraiment à rejeter par tout le monde, par tous les démocrates. Cependant, il faut trouver des solutions. Et si la solution passe par la conjugaison des efforts de l'ensemble de la communauté internationale, j'adhère à cela. Et je crois que les débats au niveau des nations, au niveau des institutions régionales et sous-régionales, pourront mieux définir, n'est-ce pas, la stratégie à adopter. Mais je crois que les institutions internationales, les pays développés ne ménageront aucun effort pour financer ce genre de combat. Nous avons vu ce que ça a coûté à l'Amérique, le financement de la guerre de l'Afghanistan. Mais seuls, ils n'ont pas pu. Mais ça leur coûtait très cher. 1 milliard par jour, c'était trop d'argent. Donc si on demande maintenant de mettre en place un système, une stratégie de lutte au niveau international, que l'Afrique fasse partie, je crois que ça va coûter en moins financier, d'accord, en moins humain, mais comme les moyens seront partagés, chaque État pourra donner un peu. Donc les difficultés et les coûts, le poids va être léger pour les différents États. Et en plus, oui. Monsieur Baldé, c'est clair qu'à cette 76e Assemblée générale, la Guinée n'est pas valablement représentée. C'est l'une des conséquences d'un coup d'État. Quelle lecture faites-vous de cette situation? C'est regrettable, on aurait souhaité que la Guinée soit représentée et que notre chef d'État puisse être à la tribune des nations pour faire le discours. Un discours qui est l'émanation du peuple de Guinée. Voir tous les chefs d'État à la tribune et ne pas voir notre chef d'État, c'est vraiment regrettable. Mais les problèmes politiques de la Guinée de ces dernières années vraiment ont amené à ce coup d'État malheureux. Voilà. Mais au moins, est-ce que le représentant résident de la Guinée auprès du secrétaire général des Nations Unies sera dans la salle? Est-ce qu'il tiendra un discours dans les circonstances comme ça? Je ne sais pas exactement ce qui est prévu, mais le représentant permanent des Nations Unies, c'est le représentant de la Guinée, lui, il est permanent. C'est lui, c'est à la junte de voir si M. Diané peut se rendre. Non, il va se rendre naturellement, mais est-ce qu'il va prendre la parole? Ouais. Voilà, il faut qu'il soit autorisé absolument pour le faire. Alors qu'il prenne la parole ou pas, ce qui est sûr, c'est que certainement l'ambassadeur Diané sera dans la salle. En plus, je pense que des cadres guinéens, parce qu'il y aura des travaux de commission, il y a des cadres guinéens qui doivent aller, des affaires étrangères, de la justice, de certains départements ministériels. Ils seront représentés aux Nations Unies. Voilà. Et je ne sais pas le nombre, mais nous serons dans tous les cas représentés aux Nations Unies par des cadres guinéens qui vont assister aux plénières, qui vont assister aux débats de commission. Bien. 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et nous en parlons. À présent, nous avons notre compatriote Aboubacar Diaby depuis les États-Unis en direct. Monsieur Diaby, bonjour. Allô, Monsieur Diaby? Malheureusement, nous n'avons pas de retour. Je crois qu'il y a un problème avec la technique derrière la baie vitrée. Restons donc là-dessus, monsieur Baldé. On va passer au sujet principal du jour, le protocole de la République. Je me rappelle que la dernière fois, on en a parlé très sérieusement et ça a intéressé plus d'un. Pour question de pédagogie, est-ce que vous pouvez une fois encore nous définir ce que c'est le protocole de la République? Le protocole de la République, comme tous les protocoles du monde, n'est-ce pas, a pour rôle d'élaborer et de mettre en œuvre la politique nationale sur les principaux usages liés à l'étiquette, à l'honneur, à la dignité, aux immunités et privilèges diplomatiques conformément à la Convention de Vienne. Voilà. Nous avons discuté de tous ces effets, comment on appelle ça, de tous ces usages la fois dernière. Absolument. Sérieusement,
Mais le problème, c'est que tous ces usages nécessitent l'élaboration de documents officiels. Tous ces usages nécessitent une mise en œuvre. Et la mise en œuvre, ce n'est pas seulement en Guinée, à Conakry, c'est dans toutes les régions. Et c'est pourquoi le protocole, qui est une structure du ministère des Affaires étrangères, n'est-ce pas, se voit obligé de se restructurer, repartir ses cadres, n'est-ce pas, et mettre des structures en fonction des rôles, en fonction, n'est-ce pas, des rôles qu'elle doit jouer dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique protocolaire de la République. Voilà, nous parlons donc du protocole de la République, ce que c'est, et puis à présent, on va aller sur l'autre volet. Je pense qu'il est bien de savoir comment est-ce que ce protocole est structuré. Très bien. Le protocole est structuré, il est en sous-direction, comme toutes les directions du ministère des Affaires étrangères. Et le protocole a 3 sous-directions. La sous-direction accréditation, la sous-direction chargée des immunités et privilèges diplomatiques, la sous-direction chargée des cérémonies et visites officielles. Donc, dans ces sous-directions, il existe encore des sections, des cadres sont répartis dans ces sections pour la mise en œuvre de la politique du protocole de la République. Bien. Alors, si on partait au cas par cas, n'est-ce pas? C'est d'abord l'accréditation. Oui, on peut commencer par n'importe quelle sous-direction, n'est-ce pas? Mais commençons par l'accréditation. Voilà. Au fait, les auditeurs ont besoin de savoir que le protocole ne se résume pas à ouvrir les portières des voitures. Le protocole ne se résume pas à accompagner les responsables, les membres du gouvernement, le président de la République, et pousser des roulettes au niveau des aéroports. Le protocole, c'est encore plus profond. Prenons l'accréditation par exemple. L'accréditation, n'est-ce pas, est composée de 3 sous-directions. Une sous-direction qui s'occupe du courrier diplomatique, une sous-direction qui s'occupe de la légation, et une section, c'est des sections plutôt, et une 3e section, n'est-ce pas, qui s'occupe de la chancellerie. Que fait le courrier diplomatique? Dans la diplomatie, la force de la diplomatie, c'est l'échange du courrier. Le courrier est extrêmement important. Le président de la République et ses homologues échangent des courriers. Ils échangent des coups de téléphone, mais le courrier est plus marquant. Donc, ses homologues lui adressent régulièrement des courriers par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères. C'est le service accréditation du ministère des Affaires étrangères dans la section courrier diplomatique qui lit ces courriers et les transmet à Monsieur le Président de la République. Pas lui seul. Et généralement, est-ce qu'on peut dire que ce sont ces genres de courriers diplomatiques qu'on voit les présentateurs du journal lire souvent quand on dit quand il y a par exemple des cérémonies officielles d'indépendance dans un pays ou une catastrophe. Je viens. Donc la section courrier diplomatique s'occupe non seulement des courriers du président de la République, de la première dame, des présidents des institutions républicaines, du premier ministre, des membres du gouvernement et d'autres responsables. Donc, il lit les courriers, les transmet à ces personnalités pour la réponse. Ensuite, il y a d'autres courriers tels que vous venez de le dire. Les messages du président de la République adressés à ses homologues à l'occasion des anniversaires d'indépendance de ces pays, à l'occasion des fêtes nationales, à l'occasion des catastrophes naturelles s'il y en a, et à l'occasion, n'est-ce pas, de tout ce qui doit arriver. Le président de la République est très occupé, il n'a pas le calendrier, mais le ministère des Affaires étrangères et ce service en particulier veille au grain et rédige un courrier qu'il adresse, n'est-ce pas, au nom du président de la République, qui dépose à la radio pour lecture et envoie une copie au président de la République pour signature. Il peut les voir plus tard. Mais ce sont des spécialistes et les formulations diplomatiques. Je me rappelle qu'il n'y a pas longtemps, juste après d'ailleurs cette prise du pouvoir par le CNRD, il y a un courrier du président de la République qui a été envoyé
en Algérie pour présenter les condoléances. C'est ce service qui fait ce travail. Pour le décès de Bouteflika. Justement, c'est ce service courrier diplomatique qui rédige la lettre, qui la fait lire aux autorités, et n'est-ce pas, et c'est le président de la République qui la signe. Il peut la signer maintenant s'il a le temps, s'il n'a pas le temps, la lettre peut être transmise et signée plus tard. Voilà. Alors, il n'y a pas de secret en la matière. Qu'en est-il des 2 autres sections? La confidentialité peut-être, c'est de ça qu'elle veut parler. Justement. En matière d'échange du courrier. En fait, c'est des courriers officiels. Si vous voyez qu'après rédaction de ces courriers, immédiatement on les envoie à la radio pour lecture, c'est pour que tout le public sache que les relations, comme on appelle, le président de la République a adressé un courrier de vœux ou un courrier comment on appelle ça, de condoléances à l'État qui est de l'Algérie, par exemple, qui est un État ami à la Guinée. Mais il y en a qui ne sont pas forcément publiés, qui sont de nature confidentielle. Généralement, les courriers officiels, ce genre de messages officiels sont publiés. Mais d'autres messages ne sont pas publiés naturellement. C'est à la discrétion du président de la République. Alors, la sous-section suivante, après... La sous-section suivante, c'est la section légation. La section légation, elle s'occupe du traitement des demandes d'agrément pour la nomination des ambassadeurs, des représentants des organisations internationales, des nonces apostoliques, des consuls généraux, des consuls honoraires, n'est-ce pas, et les attachés militaires. Vous savez, la nomination des ambassadeurs repose sur une procédure. Absolument. On ne peut pas nommer un ambassadeur parce que le président de la République ne peut pas nommer directement un ambassadeur accrédité en Guinée ou un ambassadeur guinéen accrédité à l'étranger sans suivre cette procédure. Donc ce service qui est la section légation s'occupe, n'est-ce pas, de la réception du courrier. Le courrier, c'est généralement une note verbale du ministère des Affaires étrangères du pays accréditant, adressée au pays accréditaire, accompagnée du comment on appelle, du CV de l'intéressé. Ça doit être étudié. Si c'est OK, on répond favorablement. C'est après ça seulement que le pays accréditant peut faire un décret et nommer l'ambassadeur, la personne comme ambassadeur, comme représentant, comme consul ou comme attaché militaire. Voilà. Et c'est la donc à cette phase, si tu me permets, Aïssatou, on va observer la pause. Il est justement l'heure d'aller pour les infos, mais avant la pub, et derrière nous nous retrouverons pour continuer cette émission. Nord-Sud, l'invité du jour. Merci de nous retrouver. Nous sommes de retour dans l'émission Nord-Sud et nous parlons du protocole de la République, ce que c'est, comment est-ce qu'il est structuré, avec notre invité, Monsieur Ismaël Baldé, fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères. Je le rappelle, depuis 1998, il est ex-sous-directeur de la division chargée des immunités et privilèges diplomatiques et également ex-sous-directeur de la division chargée de l'accréditation. On continue avec le Aïssatou. Peut-être avant, est-ce qu'il y a des messages sur la page Ibrahim me fera signe, on va les relayer. Justement, monsieur Baldé, vous le disiez tout à l'heure, la sous-direction accréditation est subdivisée en 3 sections, notamment les sections courrier, diplomatique, légation. Et la 3e section est intitulée chancellerie. Comment est-ce qu'elle se manifeste? Très bien. Je vais aller très vite d'abord pour, n'est-ce pas, la section légation. La section légation ne fait pas seulement que traiter les dossiers des ambassadeurs, l'accréditation. Aussi, il traite de la rédaction des lettres de créance des ambassadeurs, des copies figurées des ambassadeurs guinéens accrédités à l'étranger, et ils reçoivent les lettres de créance des ambassadeurs accrédités en Guinée. Et ils travaillent avec la présidence de la République pour la programmation de la présentation de lettres de créance et toute la cérémonie qui est liée à cela. Donc la 2e section, la section chancellerie, je vais aller plus vite, n'est-ce pas, elle est chargée de l'actualisation de la liste diplomatique. Combien d'ambassades existent en Guinée? Où se trouvent ces ambassades? Leur adresse et leur numéro de téléphone. Il s'occupe aussi de l'actualisation de la liste diplomatique. Les ambassadeurs par ordre d'arrivée, n'est-ce pas, quand ils sont arrivés, quand ils sont présentés les lettres de créance, ces listes sont souvent demandées par des citoyens. Donc ce n'est pas une liste secrète.
Donc, c'est dans cette liste des ambassadeurs, des diplomates qui présentent, n'est-ce pas, qui préparent en même temps les préséances, l'ordre d'arrivée des ambassadeurs. Ensuite, il rédige et actualise le guide du protocole. Le guide du protocole, c'est aussi un livre extrêmement important. Il rédige encore le guide du diplomate guinéen à l'étranger. Ça n'existe pas maintenant, mais ça doit être fait normalement. Et le guide du diplomate étranger en Guinée, c'est la boussole de ces diplomates. C'est extrêmement important. Donc, il y a beaucoup de courriers, il y a beaucoup de documents, n'est-ce pas, que la section chancellerie doit rédiger. Donc, je crois que c'est dans le programme du ministère et du protocole, et ça sera fait naturellement. Il y a aussi la décoration des diplomates. Les diplomates qui ont travaillé ici et qui ont fait du bon travail à leur départ, on les décore. C'est le service-là, chancellerie, qui s'en occupe. Et il rédige également le discours du représentant du gouvernement aux fêtes nationales des partis. Des missions diplomatiques. Quand l'ambassade de Chine organise sa fête nationale, c'est le ministère des Affaires étrangères, c'est ce service qui rédige le discours-réponse du ministre qui dirige la mission gouvernementale. Donc, c'est beaucoup de travail. En peu de temps, on ne peut pas tout dire, mais voilà l'essentiel du travail qu'abattent les cadres du protocole. Bien. Voilà. Alors, il y a donc, si on a fini avec la division accréditation, il y a l'immunité. La sous-direction des immunités et privilèges diplomatiques également, c'est une division comme l'autre qui a 3 sections. La section visa et personnel diplomatique pour faciliter la rentrée des diplomates accrédités en Guinée et pour faciliter l'importation, n'est-ce pas, de leurs effets personnels, n'est-ce pas, pour faciliter l'obtention des cartes consulaires, des cartes de séjour de ces diplomates, etc., etc. Le traitement de tous les documents liés à leur importation, les franchises diplomatiques, bien sûr en collaboration avec les départements techniques concernés, la douane, le ministère des Transports, etc., etc. Voilà. Ensuite, il y a une autre section, la section des immunités et privilèges diplomatiques. Cette section qui s'occupe des franchises, voilà, j'ai cité, de l'immatriculation des véhicules, etc., etc. Et la section assistance qui s'occupe, n'est-ce pas, de régler les problèmes de mœurs que les ambassadeurs ont parfois ici, leur relation avec leurs fournisseurs de biens et services. Quand un ambassadeur loge dans une maison, et c'est le territoire du pays. Et même si c'est votre maison, vous ne pouvez pas le déranger. Vous êtes obligé de respecter certaines règles et certains principes. Voilà, donc cette section aussi des immunités et privilèges qu'on va essayer de discuter à une autre émission, la sous-direction des immunités et privilèges diplomatiques, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Nous allons réserver ça à la prochaine fois. C'est de même que la division chargée des visites officielles, des cérémonies et visites officielles. Oui, Aïssatou. Justement, une question qui vient à peine de me parvenir. Est-ce qu'il y a une différence entre protocole de la République et protocole diplomatique? Oui, le protocole normalement est unique. Ici, chez nous, il y a des petits problèmes, j'avais expliqué la fois dernière. La direction du protocole, en Guinée, c'est une direction du protocole. Au Sénégal, c'est un ministère d'État qui est chargé du protocole. C'est comme en Côte d'Ivoire, c'est un ministère d'État. Le directeur du protocole des affaires étrangères, dans les conditions normales et suivant les textes, il dirige tout le protocole des affaires étrangères et le protocole du président de la République, qu'on appelle actuellement protocole d'État. Le protocole d'État est une division du protocole des affaires étrangères. On peut l'appeler protocole diplomatique. C'est un terme consacré par les médias. Les médias l'appellent toujours protocole diplomatique. Mais les spécialistes l'appellent tout simplement protocole de la République. C'est un terme consacré. Les médias l'appellent toujours protocole diplomatique. Mais le protocole diplomatique ne s'arrête pas à ça, à comment on appelle ça, aux usages diplomatiques. Non. Quand vous voyez par exemple, vous venez tout de suite de citer le dossier du sous-marin entre la France et très bien, c'est un problème ça c'est un problème diplomatique. Absolument. N'est-ce pas? Ça peut être, n'est-ce pas? C'est le protocole diplomatique, c'est de façon protocolaire que le problème là doit se régler. C'est de façon protocolaire jusqu'à ce que les chefs d'État ou bien les personnalités concernées puissent échanger, dialoguer, voilà. Donc ça, c'est aussi un protocole, c'est le protocole qui doit régler ce problème.
Alors, il y a une troisième division que vous avez citée après l'accréditation qui... Oui. Après la division, il y a la sous-direction chargée des visites et cérémonies. Voilà. Cérémonie et visite officielle. Cérémonie et visite officielle. Vous voyez toujours à l'aéroport, à chaque fois, quand le président quand un chef d'État doit arriver, quand un membre du gouvernement doit arriver, n'est-ce pas, il y a des règles de réception. Il y a des règles de réception, il y a des principes, il y a le tapis rouge, il y a même comment le président de la République hôte doit descendre. C'est le directeur du protocole du pays, du chef d'État qui visite, et le directeur du protocole des affaires étrangères qui doivent monter, du protocole d'État qui doit monter et inviter le président à descendre. S'il descend, il trouve son homologue arrêté sur le tapis, il le reçoit, et toutes les cérémonies qu'on ne peut pas citer dans cette émission commencent. Est-ce qu'il arrive souvent justement dans le protocole des cérémonies et visites que les deux protocoles des deux chefs d'État discutent même du code couleur, du code vestimentaire des deux chefs d'État? Parce que non, au fait, des fois, vous avez des chefs d'État qui portent souvent les mêmes costumes, les mêmes couleurs de cravates. J'ai envie de citer par exemple Macky Sall et Embalo, lors de la visite d'Embalo à Dakar. C'est un peu la même chose en Europe, je remarque cela. C'est une question de choix du président de la République. Le protocole lui conseille parfois, parce qu'il y a des rencontres, quand vous sortez de chez vous le matin, vous devez réfléchir sur avec quelle personne vous devez vous rencontrer. Vous devez vous habiller conséquemment. Vous ne pouvez pas vous mettre en costume cravate, venir rencontrer l'imam de Kiroti, de votre et mosquée. Le choix des couleurs. Les couleurs aussi également. Les couleurs aussi également. Généralement, les officiels portent des costumes bleus sombres, des bleus de nuit. Justement, pourquoi le choix de cette couleur? Je ne sais pas exactement, c'est protocolaire et c'est une couleur généralement qui passe bien. Je ne sais pas exactement ce que ça signifie. Mais une fois encore, je reste sur ma question. Est-ce qu'il arrive que les différents protocoles discutent et conviennent des couleurs que les deux chefs d'État qui doivent se rencontrer portent, de sorte qu'ils arrivent à porter les mêmes couleurs? Pas à ma connaissance. Généralement, il y a des coïncidences, mais c'est des simples coïncidences. D'accord. Chaque chef d'État, il discute peut-être avec son propre protocole, n'est-ce pas, des tenues à porter, des couleurs et tout ça, mais généralement, il n'y a pas de... Mais il arrive des fois qu'on remarque de façon spontanée que les deux chefs d'État portent les mêmes cravates. Bien. Et ça arrive. On voit ça dans les cérémonies. Absolument. Mais comment ça se règle? Non, là, je ne peux pas vous le dire. Bien. Alors, il y a beaucoup d'autres points qui sont, on va dire, au menu du protocole de la République. Le temps ne nous permettra pas d'évoquer tous ces points. On le fera au cas par cas, émission après émission. Mais alors, on va quand même parler de l'actualité. Le protocole de la République en période de transition, comme nous sommes en train de le vivre en ce moment. Est-ce que le protocole est différent ou est-ce que c'est le même protocole qui s'applique? C'est la première question. Deuxième question, on va projeter au moins deux photos, par exemple, de la visite des deux chefs d'État, Alassane Ouattara et Nana Akufo-Addo, récemment, qui ont été reçus par le président du CNRD, Mamadi Doumbouya. Il paraît qu'il y a des choses à commenter sur le protocole qui a été appliqué. On commence par ça, donc le dernier. Vous voyez la photo. Est-ce qu'il y a des choses à redire? Bon, ici, un spécialiste qui regarde cette photo sait qu'il y a des petits problèmes de protocole. Au fait, je vais rappeler que le protocole de la République en temps normal ou en temps de transition, c'est le même protocole. C'est le même service du protocole, n'est-ce pas, qui organise les cérémonies. Donc le protocole ne change pas. Le protocole ne change pas. C'est le protocole de la République. Voilà. Et même le chef de la junte se fait appeler, il est chef de l'État, il est président de la République. Donc il doit fonctionner conformément aux normes de la République. Mais quand il y a une junte, généralement c'est difficile de régler tous les problèmes en même temps. Il ne se réfère pas au service du protocole. Parce que là, quand vous regardez cette photo, en protocole, quand des chefs d'État se retrouvent, ils occupent les mêmes chaises, c'est des homologues. Ils occupent les mêmes fauteuils.
Là, on constate que le président Alassane Ouattara est assis sur une petite chaise, le président de la junte est assis sur un fauteuil à une place, et M. Nana Akufo-Addo est assis sur un divan. Dans les conditions normales, le protocole devait régler ça pour que les 3 fauteuils, sièges occupés par les 3 présidents de la République soient les mêmes. La même couleur, et comment on appelle ça, la même fabrication. Donc ici, il y a un problème. Sur cette photo, il y a un problème. Il y a un problème. Une défaillance protocolaire. Il y a une défaillance protocolaire. Je ne sais pas. Je me suis interrogé quand j'ai vu cette photo. Est-ce qu'ils ont intéressé la direction du protocole des affaires étrangères à la visite des chefs d'État? Dans les conditions normales, à chaque fois qu'il y a visite chef d'État, ils doivent inviter le protocole à les assister à toutes les cérémonies, à toutes les rencontres. Ça, c'est une rencontre à huis clos, d'accord. Mais avant que les gens ne rentrent, le protocole doit venir visionner les chaises, la disposition des chaises. Il doit venir tout visionner. Là, le président ou l'autre guinéen doit être au milieu, le plus âgé doit être à sa droite et le moyen doit être à sa gauche. D'accord, mais les chaises, ça ne marche pas. D'accord. Vous constatez une défaillance protocolaire. Est-ce que cela peut engendrer des conséquences? Bon, généralement, les chefs d'État, quand il y a un coup d'État, ils sont très tolérants. Ils savent que tout n'est pas dans les règles. Ils ne peuvent pas tenir compte. Mais je souhaite que la junte, prochainement, quand il y a des visites de chefs d'État, qu'il intéresse les services du protocole. Regardez ici, par exemple, sur ce tapis. Le président, les 2 présidents, ils sont sur le tapis, le chef de la junte et le président ghanéen. Si je ne sais pas qui est là-bas, lui aussi, il marche sur le tapis. On ne voit même pas le président Alassane Ouattara. C'est les 3 chefs d'État qui doivent marcher sur le tapis. Ici, on voit tout le monde sur le tapis. Les autres ne doivent pas sur le tapis. Tout le monde ne doit pas être sur le tapis. Non. Même si ici, on a l'impression que... Seuls les 3 chefs d'État qui doivent être sur le tapis. Les autres ne doivent pas être sur le tapis. Apparemment, les 2 sont venus séparément. D'accord, sur cette photo... Il y a des problèmes. Le président de la junte et le chef d'État seuls devraient être sur le tapis rouge. Les autres devraient être ne sont pas habilités à y être. Ils ne sont pas habilités. Voilà. Donc la conclusion est que peut-être qu'en ce moment-là, les nouvelles autorités ne sont pas en train d'utiliser le protocole. J'ai l'impression et je conseille à la junte, n'est-ce pas, de faire intervenir à toutes les cérémonies, à toutes les rencontres, les services du protocole du ministère des Affaires étrangères, qu'il y ait cette confiance. Parce que il peut y avoir des petits problèmes. Actuellement, on peut tolérer, mais à la longue, c'est pas compréhensible. C'est un État, c'est une institution de l'État. Ce n'est pas eux qui sont directement concernés, c'est l'État guinéen et le peuple guinéen. En tout cas, cela me permet de faire un coup d'œil. Je ne sais pas s'ils font partie du personnel du protocole, en tout cas du personnel administratif qui est à l'Assemblée nationale, qui font très bien tout ce qui est installation des invités, les questions de préséance. Ce personnel de l'Assemblée, franchement, ils sont professionnels. Pendant ce temps des concertations qui se passent à l'hémicycle du palais, je les vois faire un boulot professionnel. C'était vraiment une parenthèse à signaler. Mais est-ce qu'ils font partie du protocole? Non, c'est différent. Le guide du protocole, c'est seul le protocole des affaires étrangères qui fait le guide. Le contenu de ce guide doit être appliqué par toutes les institutions de la République. Ça doit être appliqué par toutes les structures. Mais est-ce que ce guide n'est pas comment on va dire, dépassé? Il est archaïque maintenant. Non, il n'est pas trop archaïque. Il est de 2017. Le seul problème, c'est qu'il y a des institutions qui n'existent plus, telles que, par exemple, le haut représentant du président de la République. Dans la préséance, lui, peut-être le chef de file. Le chef de file existe toujours. Dedans, ok. Non, le chef de file existe. Mais le représentant du président de la République, le haut représentant n'existe plus. Donc, il y a des retouches à faire. On doit l'actualiser chaque fois. Mais c'est le seul guide actuellement qui est utilisé. Et il est valable pour l'Assemblée nationale et pour toutes les institutions. Voilà comment... Alors, monsieur, dernière question. Oui, Monsieur Baldé, très rapidement, dites-nous, les chefs protocoles qu'on retrouve par-ci, par-là dans les différents ministères, est-ce qu'ils viennent forcément du ministère des Affaires étrangères ou ils peuvent venir de partout? Je crois que non, mais ils devraient venir des Affaires étrangères. Ils devraient. Ils devraient venir des Affaires étrangères. Tous les chefs du protocole, des institutions, des membres du gouvernement, des gouvernorats et autres devraient être détachés du ministère des Affaires étrangères. Mais la réalité est que
les responsables du pas le pays, cas. les responsables du pays prennent les petits frères, les cousins, les beaux-frères pour faire d'eux leur protocole. C'est comme ça que ça se fait. Mais Quand justement, quelqu'un est nommé gouverneur, c'est son petit frère qui devient son protocole. Ouais. Et il faut même voir le président de la République. Si on ne regarde pas de plus près, vous verrez que c'est un parent qui viendra se coller et qui va faire le protocole C'est alors très qu'il ne dommage. maîtrise pas. C'est très dommage. Et ça, c'est la triste réalité quand même qui Ouais. existe dans le protocole. Et tu as bien fait de poser cette question-là. Qui parce pourrait que, porter atteinte d'ailleurs Dans les au bon conditions- fonctionnement de l'administration. Absolument. Dans les conditions normales, le ministère des Affaires étrangères devrait avoir suffisamment de moyens pour former suffisamment de cadres. N'est-ce pas? Les détacher au niveau de la présidence, des institutions républicaines, des préfectures, partout, pour les former et de façon permanente. Bien. Et du côté de la régie, on ne nous a pas relayé les messages sur la page Facebook. Je sais qu'il y en a beaucoup. Nous allons tout de même aller à la dernière partie de cette émission. Parole à la diaspora. FIM FM, Nord-Sud, parole à la diaspora guinéenne. Parole à la diaspora, nous avons en direct M. Edouard Haba. Monsieur Edouard, bonjour. Bonjour M. Diallo, bonjour à vos auditeurs et téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes guinéen, résident aux États-Unis, même si vous êtes actuellement en Guinée, et vous êtes spécialiste en analyse et résolution des conflits. Vous êtes médiateur au tribunal de première instance de Washington, D.C., membre du comité directeur des Guinéens de la zone métropolitaine de Washington, D.C. Dites-nous, vous êtes là dans le cadre des concertations certainement entre la diaspora et le CNRD. La question qui se pose, comment est-ce que vous, de la diaspora, pouvez-vous être associé à la transition qui s'ouvre, le regard que vous avez porté sur la prise du pouvoir, notamment par le CNRD? Nous avons 4 minutes. Merci. Il faut retenir que la diaspora guinéenne regorge de pas mal de talents qui ont fait des études avancées et qui évoluent très bien dans leur pays de résidence respective. Donc, c'est une opportunité qui nous est ouverte en tant que diaspora de pouvoir, si vous me le permettez ainsi, importer ces connaissances ici dans le pays. Si, dans un premier temps, il y a eu la fuite de l'intelligentsia vers l'étranger, je pense que c'est une opportunité pour nous de saisir pour que nous puissions prévenir, contribuer à la construction de notre maison commune. Et c'est ce travail qui est en train d'être fait présentement par la diaspora qui parle d'une même voix. Ça fait pratiquement une semaine que nous nous retrouvons tous les jours au niveau du Palais du Peuple pour travailler sur un mémorandum unique qui va contenir les recommandations de la diaspora guinéenne dans son ensemble. Donc c'est ce travail qui vient d'être parachevé. Et il nous reste simplement qu'à peaufiner et à faire les corrections nécessaires pour que ce document soit partagé avec le CNRD. Mais est-ce que vous faites ce travail à l'unisson parce qu'au début, on voyait que ça allait dans tous les sens. Il y avait un groupe de diaspora d'un côté, un autre qui se retrouve au ministère des Affaires étrangères à Coloma. Et puis ceux qui sont à l'extérieur nous appellent pour dire, écoutez, ceux qui sont déjà à Conakry là, ne nous ont pas concertés, ils ont pris leurs valises pour partir, ils ne font pas l'unanimité. Est-ce que maintenant, vous parlez d'une seule voix en parlant de la diaspora? Oui, tout à fait. C'est ce que je disais tantôt. Cette fois-ci, c'est un travail d'équipe et qui parle au nom de toute la diaspora. Lors de la première rencontre avec le CNRD, c'est vrai que la diaspora, on est sorti un peu en rang dispersé. Et c'est d'ailleurs ce qui a motivé les responsables du CNRD à mettre à la disposition de la diaspora un cadre et des locaux pour nous permettre de travailler ensemble. Donc, tant les organisations de la diaspora résidant en Guinée que les organisations de la diaspora venant de l'étranger, nous nous sommes tous retrouvés en 5 différentes commissions de travail basées sur les valeurs du CNRD pour développer un document. Et c'est cette synthèse qui a été faite ces 3 derniers jours, dont le produit final a été approuvé aujourd'hui en plénière. Bien. Alors, vous nous dites donc que vous avez fini pratiquement aujourd'hui d'élaborer votre mémo que vous allez faire remettre officiellement au chef de l'État, Mamadi Doumbouya. Mais dans les grandes lignes, en 30 secondes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous proposez en termes de, je ne sais pas,
d'actions à mener, mais aussi est-ce que vous avez peut-être déjà des noms que vous proposeriez pour les différentes entités qui pourraient être mises en place en 30 secondes? Bon, sans pour autant faire une suite de ce qui est préparé, parce que il faut retenir que ce n'est pas encore officiel. Il faut simplement retenir que du côté de la diaspora, nous demandons à ce que les choses se passent sur la base de la compétence, de la méritocratie, et qu'on puisse mettre fin à tous ces maux qui ont gangréné la société guinéenne, notamment la corruption, le clientélisme, le favoritisme, le népotisme. La liste continue. Donc c'est surtout l'appel que la diaspora lance, qu'on puisse moraliser l'administration publique pour que la Guinée puisse effectivement travailler pour connaître une administration qui est là au service du peuple et non une administration qui piétine le peuple. Donc c'est un peu... oui. Dernière question, est-ce que vous allez rendre public votre mémo que vous venez de finir tout à l'heure là? Est-ce que vous allez le rendre public? Tout à fait. Le mémo sera rendu public une fois qu'il sera transmis aux autorités. Mais pour l'instant, on attend en matière protocolaire qu'on les fasse au moins cet honneur, qu'ils reçoivent le document en premier lieu avant que nous ne passions à toute publication. Merci, Monsieur Edouard. Nous vous aurons encore prochainement pour une autre émission. Merci beaucoup. Merci, M. Diallo. Voilà, pour les 2 minutes qui nous restent, rapidement, on va relayer quelques messages de nos internautes de partout dans le monde. Il y a Tamsir Bangoura qui nous dit « Non, ce n'est pas vrai. Vous ne parlez pas à mon nom. Ceux qui travaillent ont été incapables de s'y rendre. » Est-ce que vous voulez dire que ceux qui se sont rendus à Conakry ne travaillent pas, Tamsir? C'est quand même un peu dur, ça. Tamsir Bangoura qui continue, qui dit « D'où sort cette pluie de diaspora très disponible à rendre service à notre chère patrie ?» C'est la question qui est posée. Et vous avez Biro Diallo également qui nous dit « Quels sont les critères pour être attaché d'ambassade ou consul ou ambassadeur en Guinée ?» Est-ce que vous pouvez répondre rapidement à cette question, M. Baldé? Rapidement, en 30 secondes. Pour être ambassadeur en Guinée, il faut d'abord être proposé par un pays qu'on appelle le pays accréditeur. Et quand il vous propose la demande ici étudiée, le gouvernement guinéen accepte la demande. Il y a ensuite la nomination, vous êtes nommé, vous venez. Pour être consul, c'est la même chose. C'est les pays qui accréditent les personnes. Bien. Mais il faut l'autorisation du pays accréditeur. Voilà la réponse en quelques mots. Il y a cette fois-ci c'est Fatou Oumou qui nous dit, je pense que ça c'est pas pour nous. On va donc évoluer avec Ibro Diané qui est en Allemagne. Bonsoir Ouri, j'ai une question pour le colonel Doumbouya. Il va inventer la diaspora pour venir prendre les postes ou alors poser les vrais problèmes des Guinéens de l'étranger? J'imagine que le colonel a vu votre question et sans doute c'est le dernier message. Monsieur Baldé, une fois encore, merci de votre disponibilité. Peut-être un tout dernier mot ou nous dire peut-être la prochaine fois de quoi on pourrait parler, toujours en parlant de diplomatie, en tout cas la diplomatie guinéenne. Bon, le protocole c'est très long. Même aujourd'hui on a parlé que tout petit peu. La prochaine fois, je souhaite qu'on parle des cérémonies. Les cérémonies. Les cérémonies, c'est extrêmement important. Comment c'est organisé? Comment se déroulent les cérémonies, l'investiture du président de la République, parce que bientôt on va investir un président de la République. Comment investir un président de la République sortant, un président de la République nouvellement élu. Peut-être que celui qui est là actuellement, est-ce qu'il devrait prêter une sorte de serment? Non. Qui nécessiterait une cérémonie? Non, il a prêté déjà serment 2 fois. 3 fois d'ailleurs. Il ne peut plus prêter serment. Non, je parle de celui de la junte, celui qui vient de prendre le pouvoir. Dans les conditions normales, il doit prêter serment devant une cour constitutionnelle. Nous avons vu au Mali, et le président Goïta, Goïta a prêté serment. Il doit prêter serment pour diriger la transition. Très bien, devant une chambre de la cour constitutionnelle de la Cour suprême, parce que la Cour bien. Voilà. Merci, M. Voilà, Baldé. merci. Nous nous retrouverons très prochainement. Merci Aïssatou. Merci à tous derrière la console. Merci à vous qui nous avez suivis à mercredi prochain pour un autre numéro de notre émission diplomatique Nord-Sud. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.